Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on se retrouve ici au Village Baïséa pour découvrir les pépites françaises d'aujourd'hui et peut-être aussi de demain. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler, écoutez, vous allez découvrir une plateforme de streaming et de formation permettant de donner des cours, de faire des concerts et de vous faire rémunérer par Internet. Vous découvrirez également une plateforme de travail collaboratif pour animer des équipes entièrement en ligne. C'est Hero. Et puis une vraie innovation technologique française, c'est Bodyguard, une solution de modération pour protéger les utilisateurs de réseaux sociaux contre la haine sur Internet. Et puis Jérôme, on terminera ce Village Startup avec le maire du Village Baïséa qui sera là. On évoquera les startups françaises qui sont en train peut-être de révolutionner la mobilité urbaine. C'est très intéressant tout ça, ce sera la fin de ce Village Startup. Voilà, c'est parti pour le Village Startup. Et oui, en ce moment, la moitié de notre vie se passe en ligne, devant, derrière des écrans, face à des caméras, etc. C'est le streaming, Jérôme. Oui, c'est la visio. C'est la joie du streaming. Bon, oui. Écoutez, il y a quand même des bons côtés à ça. C'est très générateur d'innovation technologique. Et désormais, on peut notamment donner des cours, faire des concerts. On en parle avec notre premier invité, Kevin Cotefert. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Kevin. Bonjour à vous. Vous représentez la start-up Lemon.fm. Exactement. Tout à fait. Donc Lemon, c'est quoi ? C'est une solution. Alors attendez, là, vous partez à toute je allure, pense que c'est très bien. Je pense que Kevin a bien compris le système et vous savez qu'il y a 6 minutes de pitch. Et j'ai regardé les précédents pitchs et justement c'est pour ça que j'étais sur les chapeaux de roue. Voilà, c'est vous bien. êtes à fond. Donc, on va mettre en route le timing et on vous écoute. Alors Lemon, voilà. expliquez-nous. Donc Lemon est une solution française qui permet à toute personne de générer des revenus en diffusant du contenu vidéo en direct live et ce de manière interactive. Donc on a fait Lemon pourquoi ? Pour solutionner un problème qui s'est amplifié pendant la crise du coronavirus et le premier confinement de mars dernier. Ce problème est celui de millions, voire de dizaines de millions de personnes qui aujourd'hui, alors je pense à des professeurs de yoga, je pense à des musiciens, à des conférenciers qui ont un mal fou à générer des revenus de manière prévisible et pérenne. C'est pour ça qu'on a fait cette solution Lemon qui regroupe de manière très simple deux solutions. Une solution de monétisation, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure si on le peut, et une solution de streaming et de diffusion d'événements interactifs. L'idée, c'est clairement de vendre du service et donc de gagner de l'argent. Alors on a essayé de faire ça dans un écosystème très simple qui n'est pas applicatif. Donc contrairement à une solution comme Zoom, il n'y a pas d'application lourde à télécharger. Tout se fait sur le navigateur en fait, c'est ça ? Un simple clic sur lemon.fm, on est déjà dans l'écosystème et ça marche sur les mobiles. Très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une double casquette. Vous-même, vous êtes artiste, on va dire. Est-ce que c'est justement votre profil d'artiste qui vous a inspiré pour créer Lemon ? Non, pas exactement. En fait, effectivement, j'ai été professionnel, j'étais pianiste, concertiste jusqu'à mes 25 ans. J'étais intermittent, donc je connais vraiment la souffrance de ce qu'ont pu vivre les intermittents cette année. C'est quelque part quelque chose qui m'a demandé, ça m'a interpellé. Je me suis dit, je vais accélérer le développement. Mais en fait, la plateforme est en développement depuis maintenant 2 ans, donc bien avant le coronavirus. On a fait beaucoup de recherche et développement sur de la compression vidéo. C'était notre passion. Et la venue du coronavirus nous a demandé d'accélérer, puisqu'on savait qu'il y avait vraiment une demande de la part des artistes. Alors Kevin, juste reculez un petit peu le micro de votre bouche, voilà, oui. Comme ça c'est parfait, nickel. Alors je suis par exemple professeur de yoga, c'est pas vrai, j'y connais rien, mais je veux donner des cours. J'aurais bien voulu voir ça, tiens, tu vois, je paierais beaucoup. J'espère que ce sont de vrais professeurs de yoga d'ailleurs qui vont sur Lemon. Comment ça se passe rapidement, en combien de temps il me faut pour créer quelques secondes. Vitrine, en fait. Donc, je m'inscris sur la plateforme, je vais configurer mon événement, donc ma date de début, ma date de fin. Je vais configurer mon mode de rémunération. Donc, est-ce que je veux être payé pour le cours ? Est-ce que je veux être payé à l'heure ou à la minute ? Donc là, on a un petit système tout fancy qui montre en temps réel l'argent débuté. Ou alors, tout simplement, est-ce que je veux proposer un abonnement à mes élèves ? Je vais ensuite envoyer l'invitation aux élèves. Les élèves vont se retrouver dans l'écosystème très rapidement Lemon et vont bénéficier en temps réel de ce cours, mais également bénéficier de la marketplace Lemon, c'est-à-dire d'autres cours, mais également de l'art, de la musique et voilà, des événements. Oui, toutes les briques pour le paiement sont là. Sont intégrées à l'outil. Sachant qu'effectivement, ce sont parfois des briques pas évidentes à mettre en œuvre. C'est assez difficile de mettre en œuvre ce genre de choses, notamment ce qui a été le plus difficile pour nous, c'est l'intégration du paiement à la seconde.
c'est-à-dire intégrer quelque chose de temps réel sur du monétaire. Donc c'est assez compliqué à faire et on est fiers d'avoir mis en place ça, puisque je pense que c'est un élément différenciateur fort. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que finalement, les horizons sont très très larges. Hein. Ça peut être des cours de yoga, ça peut être des cours d'anglais, des professeurs qui peuvent distiller leur savoir à des élèves, bien sûr. En fait, voilà, il y a beaucoup de services qu'on peut proposer comme ça. Effectivement, puisque dans une seule et même plateforme, on peut faire plein de choses. Donc aujourd'hui, on a essayé de faire un back-office qui est le plus agnostique possible. Mais forcément, aujourd'hui, on est en train de développer ardemment plusieurs plugins qui sont spécifiques au secteur d'activité. Par exemple, pour un professeur de maths, on a des plugins qui lui permettent de drafter sur un whiteboard des formules mathématiques. Ah oui, pour un musicien, on a un petit plugin de métronome et d'accordeur. Donc voilà, on a pu s'adapter à tous ces écosystèmes-là pour rendre ça compatible à tous les cœurs de métier. D'accord. Alors combien ça coûte ? C'est gratuit. C'est une solution qui est complètement gratuite puisque le business model repose sur une rémunération au pourcentage sur les flux entrants. C'est-à-dire un producteur de contenu va gagner 100 €, la plateforme Lemon va prendre 10% sur ces 100 €. Donc l'utilisation en elle-même est gratuite. 10%. Vous êtes moins gourmand que Google, que Apple et Google aussi. Que Google aussi, qui sont à 30%, c'est ça ? C'est énorme, mais bon, ça risque de changer dans un futur proche. Mais effectivement, on a essayé on est parti, si vous voulez, sur un pourcentage de ticketteurs. Parce qu'il faut savoir que dans le monde du spectacle, le ticketing, le pourcentage du ticketeur est de 10%. On s'est dit, si on arrive à proposer un pourcentage de 10% et en plus toute la stack technologique de streaming, on va être compétitif. Alors, juste une question, Kevin. Vous étiez musicien, j'imagine que vous l'êtes encore un tout petit peu, parce que quand on est pianiste, finalement, on le reste tout au long de sa vie. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un groupe fasse un concert et que des centaines, voire même des milliers de personnes se connectent en même temps pour assister à ce concert et payer pour regarder ce concert en direct ? Tout à fait, et c'est déjà le cas sur Lemon, puisqu'on a attaqué les concerts en février. On a d'ailleurs Jean-Marie Bigard qui sera couvert par la plateforme fin avril. C'est très simple, c'est-à-dire que du côté monétisation, donc les gens reçoivent un lien de ticket qui est unique et incessible. Ils vont payer, se retrouver directement dans la plateforme. Et ensuite, nous, c'est notre technologie propriétaire qui nous permet de streamer sans latence à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on a benchmarké notre solution. On peut tenir entre 200 000 et 300 000 spectateurs avec une latence inférieure à la seconde. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez malgré tout pas peur du piratage ? Parce que ça peut être aussi un vrai souci. Si voilà, ce concert de Bigard, qui sera donc réservé au club de ceux qui ont payé, est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain qu'il y ait du piratage ? Alors, le piratage est toujours possible, mais je pense que ça sera quand même difficile sur une plateforme comme Lemon, puisque qu'est-ce qu'on a fait pour rendre le ticket incessible ? On a fait plusieurs choses. On est parti sur la base de l'adresse email, qu'on a haché, donc c'est un terme assez technique, avec le user agent de Terminez votre phrase, mais le temps est fini. Et du coup, on fait un fingerprint qui permet de rendre le billet incessible. Très bien. Eh bien voilà, Lemon. Lemon.fm. Merci beaucoup, Kevin. Merci, messieurs. Merci. On va parler, François, à nouveau d'une plateforme qui permet de travailler à distance et qui permet même d'animer des équipes. C'est la startup Hero, tout de suite. Et on continue ce village startup, Jérôme, avec une vedette de la télé. Alors, c'est pas toi. Michel Drucker ? Non, c'est pas Michel Drucker. Il est un tout petit peu plus jeune. Merci. Vous avez sans doute peut-être grandi. Alors peut-être pas nous parce qu'on était un petit peu trop vieux, mais si vous avez quelques années de moins que nous, vous avez peut-être grandi avec cette série qui passe à la télé qui s'appelait Premier Baiser. Eh bien, on accueille l'une des stars de Premier Baiser. Et oui. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Oui. C'est vrai, c'est peut-être le... Et c'était quoi votre nom à l'époque, Bonjour, le nom de votre personnage ? Bonjour François, bonjour Jérôme, merci pour cette introduction. Dans la série, c'était Luc. Mais oui, Luc, voilà. Absolument. Voilà. Luc, c'est lui, ou plus exactement, Christophe Ripper. Absolument. Bonjour. Alors, on n'est pas là pour parler de baiser. Non. Non, ni de premier. Hein. Ni de premier. C'est pas ça. Ça va être dur la transition là. Ça va être dur là. Non, mais ce qui est intéressant, je l'ai tout de suite, c'est dans le monde des startups, on parle beaucoup de pivotage. Et vous, en fait, de très très jeune, après avoir eu cette carrière à la télé, vous étiez une star, hein, vraiment. À l'époque, Premier Baiser était regardé par des millions de gens. C'est vrai. Vous avez décidé de prendre le tournant de l'entrepreneuriat et de créer une agence événementielle, etc. Vous avez vraiment changé dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, vous avez donc une start-up. Absolument, on peut appeler ça. Un peu plus qu'une start-up qui s'appelle Hero. Et vous allez nous la présenter. Ça s'écrit
H-E-R-A-W. Voilà, et je vais vous expliquer exactement. pourquoi. Allez, Donc, c'est voilà, parti, c'est 6 minutes. 6 Alors, minutes, c'est parti. j'ai 6 minutes, Christophe. très bien. Alors, pour revenir à la genèse, effectivement, j'ai Oui. commencé grâce à Jean-Luc Azoulay à la télévision. J'ai vécu un rêve éveillé pendant 7 ans. À la suite de ça, j'ai voulu évidemment m'essayer au cinéma. Le cinéma à l'époque avait deux familles, le cinéma, la télévision, on n'a pas voulu de moi. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais créer donc mon petit monde à moi où j'aurai la main, en fait, je serai un peu le marionnettiste et je déciderai. En étant producteur, je pourrais décider des projets, passer des castings et me dire, je me prends. Je me prends pour jouer dans ces projets-là. Bon, la vie elle a décidé autrement. J'ai créé une agence qui s'appelle Happy Hen. Vous voyez déjà que le cinéma était quand même bien ancré. Happy Hen, ce qui est une agence de création digitale. J'ai travaillé sur le contenu et le contenant. Vous allez voir la liaison après avec Hero. Donc pour des marques de luxe essentiellement, comme je ne suis pas allé longtemps à l'école, je voulais être à l'école de l'exigence. Donc le luxe, c'était cette école-là. J'ai travaillé 18 ans avec Dior, 12 ans avec Cartier, 11 ans avec Samsung, avec Boucheron pendant 6 ans, Berluti. Donc à travailler sur des films et sur les sites. À l'époque, évidemment, est apparu après les contraintes à un moment donné d'un marketing qui est apparu, l'injonction du marketing en temps réel, avec évidemment l'omnicanal, tous ces formats qu'il fallait évidemment diffuser en temps réel. Et poussé par les clients, on nous a demandé, parce que j'avais les ressources à l'intérieur de Happy Hen, j'avais 35 collaborateurs, 35 salariés chez Happy Hen, donc c'était une belle petite agence quand même. Et il fallait avec de gros clients, hein, comme avec vous de disiez. très beaux clients qui sont restés longtemps et fidèles. Et Dieu sait si c'est difficile d'être resté longtemps avec des marques qui sont si courtisées. Nous ont évidemment demandé de réfléchir à des outils pour essayer d'aller plus vite, pour valider, pour échanger, pour partager, parce que c'était compliqué. Je parle d'une époque, j'ai commencé en 2002 avec l'agence, j'ai arrêté en 1997 avec AB, je suis reparti au tennis et j'ai monté mon agence en 2002. Donc revenons en 2002. En 2010-2011, les clients me poussent un petit peu à créer un outil. On crée à ce moment-là YouScreenIt, qui est une solution finalement globale qui permet de partager, de valider du contenu. Ce qui fait qu'elles n'avaient pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas besoin à l'époque, je reviens à l'époque du DVD, où même les clients se déplaçaient dans les salles de montage. Là, directement, c'était en ligne. Elles pouvaient valider, partager et avoir le même niveau d'information. Il y avait même un temps où il fallait envoyer les cassettes vidéo par coursier, etc. Non, mais je suis jeune quand même encore, Jérôme. Merci. Oui, c'est vrai que ce temps-là, non, mais je l'ai connu ce temps-là aussi. On l'a tous connu avant. Oui, les bétanumes, enfin bon, tout ce qu'il fallait envoyer. Et donc, en fait, est venue cette idée. Un outil de travail collaboratif. Alors, un outil de travail collaboratif, là où on l'était déjà, la production de contenu, finalement, c'est quoi? C'est plein d'acteurs qui vont travailler sur une même chaîne de valeur tout au long d'un projet pour délivrer un produit final. Donc, ce métier-là, le cinéma, la création de contenu, est déjà collaboratif en soi, par essence. Et effectivement, l'outil, c'est quoi? C'est cette solution Hero. Alors, I pour le service et RAW pour l'image. C'est la première brique d'une Ah oui, c'est le RAW du format RAW, de l'image, le format RAW de l'image. Et le I pour le service, parce que je pense qu'un outil, aussi simple soit-il, a besoin d'un accompagnement, d'une formation et d'un suivi auprès des clients pour l'adoption. Donc, on peut effectivement partager n'importe quel type de contenu, on peut inviter des gens avec des droits et des accès, on peut après annoter directement en ligne, partager et comparer et diffuser le contenu. Alors, c'est pour quel type de métier? Oui, à qui ça s'adresse? J'ai envie de dire, aujourd'hui, on a 3 cœurs de cible, les boîtes de production et de post-production, les agences marketing, communication et les diffuseurs. Pour moi, c'est ceux que je connais le mieux par mon historique d'entrepreneur dans une agence. Mais ça s'adresse à tous ceux qui font du contenu. Et aujourd'hui, on le sait que le contenu est le médium le plus utilisé pour communiquer. En 2022, la vidéo représentera 82% du trafic mondial sur Internet. Donc vous voyez qu'il y a un champ énorme qui s'offre à nous. Aujourd'hui, on se concentre sur ces 3 cœurs de cible pour justement leur permettre de travailler plus efficacement, plus rapidement et de façon plus fluide du début d'un projet jusqu'à la fin sans changer d'outil. Parce que le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'outils à disposition. Et Christophe, en plus, avec cette pandémie, j'imagine que ça accélère en plus la pertinence de Hero, non? Oui, c'est un mal pour un bien, je ne sais pas comment dire ça. Mais en même temps, ça crée une opportunité, ça s'est accéléré. Beaucoup de clients aujourd'hui qui étaient on est tous un peu comme ça, quand il faut changer, on a envie de changement, et puis quand il faut changer, on appuie des 2 pieds sur le frein. Or là, ça a dû complètement modifier. On n'avait pas le choix, finalement. On n'avait pas le choix, et ça nous a évidemment servi. On a gagné pas mal de clients pendant cette année passée, et j'espère que ça va s'accélérer. Et voilà. Et alors aujourd'hui, combien de clients? On a une trentaine de clients, des clients avec 0 churn, des clients qui sont Festival de Cannes, TF1, on a Saya, le groupe Night Shift, le groupe Amundi. Donc c'est plutôt pour les grosses entreprises, on va Alors dire. aujourd'hui, on veut accrocher des étoiles au tableau parce qu'on est en phase de levée de fonds et on voudrait vraiment montrer à un investisseur
qu'on est costaud, que si on qui peut le plus, peut le moins. Je ne dis pas qu'attention, quand on est une petite boîte, c'est moins bien, mais c'est plus dur et plus long d'accrocher une boîte un peu plus solide, et qu'effectivement l'idée, c'est de déployer ça sur n'importe quel type d'organisation, puisque notre outil se fond dans n'importe quel type Donc ça d'organisation. peut intéresser aussi des petites agences, Bien sûr, on a des petites agences. Des travailleurs indépendants aussi, des Ah, photographes, etc. Complètement. L'idée, c'est on veut devenir le Miro, le Dropbox et le Google Drive et le Slack de toute la production de contenu vidéo. Et alors comment ça Bien marche? Il résumé. faut installer un logiciel spécifique ou est-ce qu'il suffit d'avoir un navigateur et Ça, hop là, c'est on se directement log? dans le navigateur. Ah, voilà, c'est ça qui Il est y a génial. rien, c'est plug and play, c'est directement dans le navigateur, c'est très intuitif. Et en fait, on a pris les meilleurs usages de tous ces outils communément utilisés quand on gère un produit pour les rassembler dans une plateforme de service métier, tout C'est simplement. étonnant, hein, c'est le grand succès en ce moment du ce qu'on appelle le SaaS, hein, le Software as a Service. J'espère qu'on sera touché par ce gros succès aussi. Et voilà. Eh ben, on vous le souhaite. Et ça coûte cher, votre service? Quel est le modèle économique de Hero? C'est de l'abonnement, c'est du concurrent access. En fait, ne paye que ceux qui utilisent la plateforme. Ceux qui sont, on peut inviter 3000 personnes, ceux qui utilisent entre le 1er et le 31 de chaque mois, qu'on prend donne comme une accès, licence. en fait, On donne accès à une licence d'utilisation. Alors ça coûte cher. J'ai envie de vous dire, quand une marque, quand une boîte prend cet outil-là, aujourd'hui, dans beaucoup d'appels d'offres, les clients demandent à leurs prestataires d'avoir, je sais bientôt, Non, mais allez-y, c'est pas grave, à quelques secondes quand même. les clients demandent à leurs partenaires, dans leurs appels d'offres, de mettre en place, de répondre avec un outil qui va leur permettre de collaborer et de mieux travailler ensemble. Donc cet outil peut être vendu dans une ligne de devis au client. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement, bien mais on le sûr. revend au client. Et c'est transparent, il n'y a aucun problème. On facilite la vie de tout le monde. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup François. Ben, merci. Merci Et beaucoup. merci Jérôme. Christophe Ripper, Merci. alias Luc, pour la startup Hero. Oui, tennisman merci aussi, pour on a oublié de le dire. Absolument, C'est vrai que, moins deux. Ouais. plein de vies Merci, dans monsieur. une vie. Au Merci revoir. beaucoup. Jérôme, on va changer maintenant et on va parler eh bien, des réseaux sociaux et du côté, on va dire, un peu noir des réseaux Oui, sociaux. mais hein. avec une bonne nouvelle. Ouais. Et oui, François, on va parler de un petit peu le côté obscur des réseaux sociaux, ces torrents de haine, d'injures parfois qui Bien sûr. déferlent ici et là, mais avec une bonne nouvelle qui est cet outil, cette technologie française qui permet de limiter les dégâts avec notre invité Charles Cohen. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour, et vous êtes donc le fondateur de Bodyguard qui, dans la mission, hein, Jérôme l'a expliqué, est là pour, on va dire, adoucir un peu les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'entre les messages de haine, le complotisme, le harcèlement, etc., Ouais. on a beaucoup de choses et beaucoup de fiel se déverse sur les réseaux. Comment justement eh bien, vous arrivez à tempérer tout ça? L'objectif Avec de votre Village garde du Startup, corps. c'est 6 minutes. On y va, on vous écoute, Charles. Alors pour ça, on a créé une technologie donc, qui repère les contenus haineux sur Internet, les contenus haineux textuels, avec une précision de plus de 90%, et c'est une technologie qui fait très peu d'erreurs. Cette technologie-là, on l'a mise donc dans une application mobile qui s'appelle Bodyguard et qui protège en temps réel les individus et les particuliers du cyberharcèlement, des contenus haineux sur leurs réseaux sociaux. Donc n'importe qui peut télécharger cette application aujourd'hui. N'importe quel particulier peut télécharger l'application, se connecter avec ses réseaux sociaux, personnaliser sa modération, parce que chacun est plus ou moins sensible et chacun est différent. Donc chacun fixe son curseur de sévérité dans la modération pour chacune des catégories que Bodyguard détecte. Donc Bodyguard peut vous protéger des insultes, des moqueries sur le physique, de l'harcèlement moral, sexuel, du racisme, de l'homophobie, des menaces. Et pour chacune de ces catégories, vous pouvez adapter la sévérité ou alors désactiver carrément la protection en disant bon bah moi les insultes ça fait partie du jeu, donc Oui, je laisse. Par contre le j'habite. racisme non. Ouais, voilà. Mais alors, si j'ai bien compris, donc je consulterai mes réseaux sociaux non plus via Twitter, non plus via Facebook. Ça sera via votre application? Alors c'est ça qui est génial, c'est que vous avez juste à paramétrer L'application. l'application, paramétrer la réaction que vous souhaitez de Bodyguard une fois qu'il a repéré un contenu haineux qui vous est destiné. Donc si vous voulez retirer le commentaire, bloquer, masquer l'auteur du commentaire, c'est vous qui décidez. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez l'application. On et la laisse vous, tranquille. Vous la C'est laissez fini. tranquille et vous continuez d'utiliser vos autres applications normalement. Ce D'accord. qui se passe, c'est que nos serveurs donc, récupèrent en temps réel les commentaires sous vos photos Instagram, vos vidéos YouTube, les gens qui vont vous mentionner sur Twitter, les gens qui parlent dans vos chats Twitch. On récupère ces contenus, on les analyse avec la technologie, et si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, eh ben on va faire l'action que vous souhaitez. Généralement, c'est retirer le commentaire de la plateforme. Et alors comment est-ce que vous faites le distinguo entre une véritable insulte et puis un mot qui peut paraître
paraître injurieux, mais qui est par exemple glissé dans une conversation. Ce qui nous arrive régulièrement avec Jérôme. Ce qui arrive très régulièrement. Alors il y a plusieurs outils mis en place. La particularité de Bodyguard, c'est que par défaut, on est là pour protéger l'individu. C'est-à-dire qu'on va retirer uniquement les contenus haineux qui sont destinés envers l'utilisateur qu'on protège, sa famille ou ses proches. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « François, vous avez raison », un tel est un imbécile. Ouais. Bodyguard va comprendre que le contenu est certes haineux, mais envers une personne tierce, et pas envers vous, votre famille ou vos proches. Donc on ne fera absolument rien. Et après, de manière plus générale, comment je définirais les règles de modération de Bodyguard? Parce que c'est finalement une bonne question. Je dirais que Bodyguard retire ce que les gens osent dire derrière un ordinateur sous couvert d'anonymat, mais n'oseraient pas dire en face de la personne dans la vraie vie. Et voilà comment je définirais les règles de modération. Ce qui est beau avec Bodyguard, c'est que chacun définit la propre modération qu'il souhaite. Mais alors, ça ne marche pas à 100%, Non. j'imagine. Pour la partie Quel est individu, réussite le taux de détection est 90. autour des 90%. D'accord. Et alors, quand ça marche pas bien, dans quelles circonstances, on va dire, à votre avis? Ça marche pas bien pour c'est une très bonne question, ça, question, parce que hein. pour les insultes classiques, le racisme classique, tous les contenus haineux très classiques que vous voyez très régulièrement, là ça marche très bien. Ça va être un petit peu plus compliqué sur les formes de sarcasme, sur les formes d'ironie, sur Le second degré, le peut-être second degré. Voilà, Là, ça c'est devient ça. un petit peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Ça ne marche pas tout le temps. Ça, non. c'est vrai, il faut l'admettre. C'est pour ça qu'on a créé des solutions pour les entreprises où on rajoute une couche humaine pour assurer une protection à 100%. D'accord. Mais alors, ça- si j'ai bien compris, là encore une fois, donc je vais me loguer, et donc laisser mes codes sur Bodyguard de Twitter, de Facebook, etc. Qui me dit que vous n'allez pas regarder un petit peu ce que je suis en train de farfouiller sur Twitter? C'est toujours gênant de laisser Évidemment. open bar, en fait, et nos codes Évidemment. réseaux sociaux Alors, à une appli. On ne demande jamais, bien sûr, les codes ou le mot de passe. On n'a jamais accès au mot de passe. Nous, tout simplement, dans l'application, vous cliquez sur le bouton connexion via Twitter, comme vous voyez souvent sur les sites. Vous connectez via YouTube, Donc via via une Facebook. API, vous allez vous Via une connecter. API, en fait, vous nous donnez juste les autorisations de gérer votre espace commentaire et on s'arrête là. Tout ce que traite Bodyguard, c'est des conversations qui sont publiques, qui n'est absolument pas stocké, sauf pour les commentaires haineux, pour que vous puissiez les retrouver si vous voulez porter plainte, si vous voulez les restaurer, etc., via l'application mobile. Mais on ne traite rien d'autre, c'est pas du tout dans notre intérêt. Et du coup, ça pose, je pense, une question qui doit être la prochaine, c'est comment on gagne de l'argent. Alors du coup, on a... Alors, comment gagnez-vous de l'argent? Il est bien ce petit. Hein. Tu sais quoi, on n'a même Écoute, plus moi, besoin de je l'écoute, l'interviewer. Plus besoin de poser des Ça, questions. c'est fort. C'est pratique. Mais il a l'habitude parce qu'il est passé sur plusieurs médias déjà. C'est pour ça. Avec Charles. François, on se voit C'est souvent. Il en a marre Je de sais, moi je maintenant. Pas du tout, Charles, pas du tout. Il fait genre, mais il connaît par cœur. Alors, comment fonctionne Bodyguard. Ne détournez pas le sujet. Pardon. Alors, comment on gagne de l'argent Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a levé 2 millions d'euros il y a 1 an et demi. Avant ça, j'étais tout seul, donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant, on est une petite équipe de 25 personnes. On est basé à Nice, dans l'Alliance Riviera, dans le stade, donc c'est assez marrant. Et en fait, grâce à ces 25 personnes, on a fait 2 choses. On a, dans un premier temps, traduit la technologie dans 5 langues. Donc la technologie derrière Bodyguard détecte maintenant le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le portugais. Et cette même technologie, on l'a mise dans une solution pour les entreprises parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises avaient les mêmes besoins de modération, de protection de leur entreprise dans leur entièreté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une solution payante pour les entreprises qui, grâce à la même technologie, leur permet de protéger leur entreprise dans leur entièreté et à tous les étages. Avec en plus une modération humaine, c'est ce que Exactement. vous expliquiez tout à l'heure. Et j'insiste sur tous les étages. Pourquoi ? Parce qu'on aide nos clients à modérer, protéger leurs réseaux sociaux, comme par exemple Brut, où on modère leur page Facebook. On aide nos clients, et c'est nouveau, à protéger, modérer leurs employés sur leurs réseaux sociaux. Donc on travaille avec des clubs de foot, avec des maisons de journalistes pour protéger les journalistes, les joueurs de foot, les dirigeants, les entraîneurs sur Contre leurs réseaux harcèlement, sociaux, des le contenus. cyberharcèlement, les Exactement. insultes, etc. Et le dernier étage, c'est qu'on a pas mal de nos applications, de nos clients, pardon, et je vais faire vite, qui ont des besoins de modération sur leur propre plateforme, qui ont des applications mobiles, qui ont des sites internet, des forums, des blogs. Et dès qu'il y a un contenu généré sur leur propre plateforme, c'est envoyé à notre API, à notre techno, et on leur dit bon bah ça, faut le garder, ou alors faut pas le garder. Et donc c'est comme ça qu'on protège tout. Très bien. Bodyguard. Passionnant. Bodyguard. Charles Ça vaut le Cohen. coup de tester. Hein. Merci Merci beaucoup. Charles. Bah, merci à vous, bonne journée. Merci. Et on va terminer ce village startup avec le coach Fabrice Marcella qui nous rejoint. Et vous en avez l'habitude maintenant pour clore ce village startup. Chaque mois, c'est notre coach Fabrice Marcella qui nous rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour François. Très Bonjour heureux Fabrice. Bonjour Jérôme. de te retrouver Fabrice, maire du village Baïséa, avec chaque mois un focus
sur un thème qui voilà, vaut le détour, où il y a plein de choses à raconter. Où ça innove à tour de bras. Voilà, et cette fois-ci, on va parler de mobilité urbaine. Et oui, en fait, j'ai une position très privilégiée puisque forcément, mes startups collent à l'actu. Et l'actu, actuellement, mais depuis quelques années déjà, c'est tous les sujets liés à la mobilité urbaine, qu'on appelle certaines fois mobilitech. On aime bien rajouter cette partie tech qui symbolise en fait toutes les technologies et les services qui accompagnent le déplacement des personnes. C'est peut-être un peu réducteur certaines fois d'ailleurs. Mais le saviez-vous, c'est qu'en 2050, près de 2/3 des villes dans le monde auront... Enfin, pardon, c'est pas 2/3 des villes, c'est 2/3 de l'humanité vivra en ville. Parce que 43 villes feront plus de 10 millions d'habitants. Et donc là, ça pose une problématique liée au désengorgement des villes, notamment lorsque... Oui, tu voulais me dire Non, le désengorgement et le déplacement aussi. Et le déplacement, voilà. Effectivement, lorsqu'on nombreux, circule aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Il ne faut pas attendre 2050 pour se rendre compte On est qu'il y a déjà un à 12 problème. millions d'habitants en Ile-de-France, donc on voit ce que ça donne. Ouais. Non, il n'y a pas besoin d'attendre. Et tant mieux, on va pouvoir À l'anticiper. Paris, en 1950, c'était déjà comme ça. Bref. Non, je ne vais pas réussir à la faire. Si. Allez, on y va. Ensuite, il y a une problématique liée également au transport. Le transport qui représente en 2020 déjà près de 20% des gaz à effet de serre. Vous savez, ces fameux gaz qui impactent la température de notre planète. Et sachez-le, enfin, vous l'aviez sûrement entendu parler, à Paris, la maire de Paris a pris la décision quand même très forte de ne plus avoir de voitures diesel en 2024. Enfin, 2024, c'est quasiment demain. Et plus de voitures essence en 2030. Donc, au travers de ces enjeux et de ce contexte, finalement, il y a un foisonnement aujourd'hui d'initiatives autour de la mobilité. Et vrai business surtout, à prévoir. On parle de free floating. Oui, il y a les véhicules et puis tout ce qui va avec, tout ce qui va permettre d'organiser en fait. C'est toute cette mobilité qui est partagée aujourd'hui et qui consiste notamment à mettre à disposition du public des véhicules qui sont accessibles directement par une application et que l'on peut consommer quasiment à la minute lorsqu'on est facturé. L'ancêtre, c'est Autolib finalement, alors qu'il n'existe Vélib, plus aujourd'hui. Vélib, Autolib, voilà, j'intégrerai même Vélib, Autolib, mais dans les trottinettes, on parle de Lime par exemple. Alors, je ne sais pas si Lime est déployé d'ailleurs partout en France. On parle des scooters aussi, City Scoot, ça s'inscrit parfaitement dans cette thématique-là. J'ai vu même en recherchant Troupi. Alors, vous connaissez? Alors, je ne sais pas si c'est comme T-R-O-O-P-Y. Alors là, on est sur la mise à disposition de scooters 3 roues, 125 cm3. Et puis, c'est aussi dans le monde des voitures. Donc, tu parlais tout à l'heure de Autolib, qui n'existe plus, qui n'a pas trouvé son modèle économique, qui n'a pas réussi à rentabiliser, en tout cas, sa location de voitures. Mais des grands groupes s'y mettent, tels que Stellantis, ex-PSA, avec Free2Move, mais des startups également, tels que Ubeco. Donc, en fait, on a ce nouveau service de mobilité partagée qui viennent également comme une offre complémentaire à l'offre de transport. Donc, si c'est une opportunité sur ces sujets-là, c'est aussi une tension supplémentaire quand même sur les espaces publics aujourd'hui en zone urbaine. On le voit maintenant. Alors, voilà, qui ne s'est pas pris aujourd'hui les pieds trucs. Oui, et qui ne s'est pas pris les pieds quand même dans une trottinette qui traîne sur les trottoirs, même si aujourd'hui les villes cherchent à réglementer tous ces sujets-là. Et donc, il y a des nouveaux besoins aussi d'utilisateurs. C'est-à-dire que quand on cherche aujourd'hui à se déplacer d'un point A à un point B et qu'on cherche une offre multimodale, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire soit on travaille notre parcours seul, en imaginant finalement les différents moyens de transport, et puis on va sur l'ensemble des interfaces finalement pour créer son compte et créer son parcours, soit il y a un développement aujourd'hui d'un concept qui s'appelle le Mobility as a Service. On aime bien la terminologie anglaise dans ce monde-là. Le MaaS, c'est toutes ces plateformes qui consistent finalement à mettre à disposition de l'utilisateur une offre agrégée, simplifié et adapté, qui permet de connaître finalement quasiment en temps réel les différentes informations données aux voyageurs et de trouver finalement le déplacement le plus adapté avec une offre multimodale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des silos séparés les uns des autres. On n'est plus dans des silos. C'est un peu comme Citymapper finalement. Je ne sais pas si vous connaissez cette appli. Et qu'est-ce qui manque à Citymapper? À moins que ce soit, ça a été. Le fait de pouvoir louer. Le fait de pouvoir louer, donc il manque la billetterie et le paiement en fait. Et toutes ces offres de masse, c'est vraiment le sujet du moment. Quelques startups d'ailleurs se distinguent sur le sujet. J'en ai noté 3. Lyko, L-Y-K-O, pour ceux qui souhaitent aller voir, ou Weaver. Et enfin, une est aussi au French Tech 120. Vous savez, ce fameux label qui cherche à mettre en avant ce qu'on appelle les scale-up, qui ont une visée finalement de déploiement mondial. Et donc l'une d'entre elles, qui s'appelle Ubi Transport, fait partie d'ailleurs, l'une d'entre elles, donc, dont le Mobility as a Service, fait partie du French Tech 120. En termes de levée de fonds, 2019, c'était 248 millions d'euros qui ont été investis dans des startups liées à la mobilité urbaine, soit des investissements de l'ordre de 7,3 millions d'euros en moyenne. Et donc, il y a une très forte croissance. On imagine qu'en 2020, alors 2020 était une année un peu particulière, mais
on est sur une progression de levée de fonds, on j'imagine. On va faire le bilan effectivement sur 2020. Pas sûr que l'investissement soit moins important pour autant. C'est vraiment un sujet du moment, un sujet en pleine croissance, notamment le concept même du mobilité as a service, qui est tiré finalement par la convergence et la croissance de deux secteurs, celui de l'industrie du transport et des télécoms. Et donc, on parle d'urbanisation rapide, d'initiatives des villes intelligentes, déploiement de la 5G, une augmentation aussi des demandes de services de mobilité, et enfin la nécessité finalement d'avoir un impact durable sur notre environnement. Tout ça, ce sont des éléments qui font que si vous souhaitez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un bon sujet. Si vous souhaitez investir dans des startups, c'est aussi un bon sujet. Oui, la mobilité urbaine. Après, il faut avoir la bonne idée, hein, c'est ça. Hein. Ah oui. Les voitures volantes, non? Pas de start-up sur ce créneau pour l'instant? Il y a quelques startups qui cherchent à avoir des initiatives, en tout cas, mais ce n'était pas de la mobilité urbaine pour moi. Tu vois, la mobilité urbaine, pour moi, c'était vraiment sur le... C'est au sol. Oui, c'est pas au sol, c'est du centre-ville, en tout cas. Et peut-être qu'avec une mobilité dans les airs, ça permettra d'aller un peu plus loin, effectivement. Pour désengorger. Oui, et puis c'est vrai que pour tout ce qui est drone, etc., autonome, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà. Oui, des drones autonomes. Regardez ces belles images de mobilité. Oui, c'est pas très urbain, mais en tout cas, c'est très aérien. C'est une start-up qui est au Next 40, si je ne me trompe pas, celle-ci. Dont le Là, nom... c'est Flying Whales. Oui, Je ne sais Flying pas trop Whales, ce que tout c'est. à fait. Tout à fait. Eh bien, merci Fabrice pour toutes ces Merci précisions. beaucoup Fabrice Merci à vous Marcella deux. pour ce Voilà. tour d'horizon des startups dans le... Comment La a-t-il mobilité dit mass. urbaine. Mass. Le Mobility as a service. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous deux. Et on se retrouve bien sûr, Jérôme, le mois prochain pour un nouveau numéro de Village Startup. Exactement, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.